Nous, ce qu'on veut, c'est que ce préjudice soit reconnu par l'État. C'est important pour les victimes de ces lois-là. Et en multipliant les actions et les procédures, ça veut dire aussi qu'on multiplie les juridictions qui potentiellement vont être saisies et que ça offre d'autant plus de possibilités d'avoir une brèche et qu'à un moment donné, on puisse aboutir et qu'on ait des victoires qui puissent s'enchaîner. Alors bonjour Yves et Karine. Bonjour. Vous faites partie du SLS, Syndicat Liberté Santé. Déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est ce syndicat, quand est-ce qu'il a été créé et dans quel objectif ? Alors le syndicat, il a ses 4 ans d'existence et donc il a été créé suite à la loi du 5 août. Et ça a été le déclencheur pour tous ces soignants qui savaient tous quand même que notre système de soins avait une évolution qui n'était pas forcément conforme à nos attentes et à notre éthique. Mais à cette occasion, on s'est rendu compte que malheureusement nos syndicats traditionnels ne réagissaient pas face à des atteintes fondamentales de nos libertés, de nos conditions, de nos droits d'exercice. Et donc il a semblé qu'il fallait qu'on s'y colle. Et donc un groupe de soignants, de médecins, d'infirmiers a pris l'initiative de créer ce syndicat indépendant, c'est important de le dire. Donc on est un jeune syndicat indépendant qui défendons les valeurs du soin, le consentement libre et éclairé des patients, la liberté de choix des praticiens, la liberté de prescription des médecins. Et donc ce qui nous a réunis au départ, c'est-à-dire les lois avec les obligations vaccinales, ça fait partie bien sûr de notre histoire, mais aujourd'hui c'est bien sûr juste un épisode de l'aventure de ce jeune syndicat qui tient à faire respecter la loi du travail qui a été tellement bafouée, et à faire respecter la liberté de prescription qui aujourd'hui est à nouveau attaquée. Très menacée, oui. Ouais. On veut un système de soins à visage humain. Et on a cette particularité aussi de regrouper toutes les professions du soin. Alors, on n'est pas seulement les médecins, seulement les infirmières, voilà, on est toutes les professions du soin. Et c'est très enrichissant en fait, parce qu'on travaille beaucoup ensemble. Et les problématiques des uns, finalement, se retrouvent aussi dans les problématiques des autres. Et c'est toujours très complémentaire, en fait. Et on s'aperçoit qu'on a quand même ces valeurs en commun. Et c'est vrai que c'est assez inédit d'avoir un syndicat multiprofessionnel dans les professions de santé. En général, on est syndicat de radiologues, de dentistes, etc. Là, on a un syndicat où on est tous unis. Alors, on a des corporations qui permettent de traiter des thématiques vraiment par profession. Et on a aussi ce tronc commun où on va pouvoir mettre ensemble notre idée du soin et les valeurs qu'on veut défendre. Vous œuvrez aussi auprès de juristes. Alors évidemment, comme tout syndicat, nos actions, elles sont basées sur la défense du droit. Et donc pour ça, nous ne sommes pas des professionnels. Donc bien sûr qu'on a besoin, et on les en remercie, de juristes et d'avocats. Et depuis le départ, on a eu la chance d'avoir à nos côtés bon nombre d'avocats, pour certains qui sont bien connus, notamment le collectif des 300, et donc des avocats qui sont toujours à nos côtés dans des procédures, soit des procédures individuelles, soit des procédures nationales que mène le syndicat. Quelles actions vous avez menées jusqu'à présent ? Alors, c'est vrai que les actions ont été nombreuses et ça a été au départ surtout des actions individuelles, c'est-à-dire que à la création du syndicat, on était vraiment dans une urgence, j'allais dire, vitale, et nos actions c'était surtout la défense au cas par cas, voilà, et aussi un soutien, ce qui n'est pas forcément la mission première d'un syndicat, mais le soutien financier et l'aide directe. Donc cette première étape-là étant passée, aujourd'hui c'est vrai qu'on va se situer, et dès le départ du syndicat, forcément qu'il y a eu des actions juridiques, des référés pour contester certaines décisions illégales, mais on continue donc ces démarches-là, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des procédures qui sont toujours en cours, parce que notamment pour les procédures de suspension qui avaient été menées en urgence dans les tout premiers mois de la crise, il y a eu des référats qui pour la plupart n'ont pas été très fructueux, mais qui aujourd'hui sont dans une deuxième étape sur le fond, parce qu'il y a eu en fait le référé sur l'urgence, et donc ces actions continuent, certaines sur plusieurs années, et c'est vrai que c'est parfois un peu désolant de dire mais qu'est-ce que c'est devenu, mais oui, on suit nos dossiers, et donc dans les actions peut-être plus médiatiques qu'on a menées et qu'on mène toujours, et qui a commencé il y a plus d'1 an maintenant, mais cette action qu'on a appelée l'action des 9 bodimenteurs, qui est donc l'action des médecins de plateau, qui donc visait pour le syndicat à simplement demander que la même justice soit appliquée pour tous, et que donc quand nous, on voit encore aujourd'hui, et au moment où je vous parle, cette semaine, ce mois-ci, oui, on a des confrères médecins, infirmiers qui sont traînés devant leur conseil de l'ordre parce qu'ils ont soigné des patients, eh bien, face à ça, on voit que pendant la crise, on a eu des médecins
qui passaient tous les soirs aux 20h et qui, sans déclarer leur conflit d'intérêt, allaient lancer des informations erronées, c'était important pour nous de les mettre face à la justice ordinale, comme le sont les autres confrères. Et donc on a entamé cette série d'actions. Et donc on a déjà, on en est à la 5e plainte, hein, donc il y a la plainte qui a été déposée contre le professeur Megabarn, qui est instruite par Maître Prigent, et donc on est en train de préparer la 6e, donc vous aurez bientôt la primeur. Alors nous on a relayé les 5 premiers. On vous en remercie, ouais. Vous pouvez rappeler le nom des médecins qui sont... Alors, donc on a Marty, Doré, Lacombe, Megabarn, Grimaldi. Et Grimaldi. C'est ça, les 5 premiers, qu'on ne fasse pas d'erreur sur les noms à venir, qui se mélangent dans ma tête immédiatement, mais que je ne citerai pas pour l'instant, voilà. Et le prochain, non, on peut pas... Le prochain, un indice vous allez être content qu'on parle de lui, mais voilà, ça va arriver. Rassurez-vous. Lui, on a dit lui. Oh, j'ai dit lui. Alors voilà. il y a les actions effectivement qui sont visibles, hein, comme il y a un recours juridique et puis effectivement cette action des bonimenteurs, mais aussi toutes les actions qui sont moins visibles, toutes les interpellations des élus par rapport à l'abrogation de la loi du 5 août. Hein. Elle n'est toujours pas abrogée, cette loi. Elle est suspendue. C'est la suspension de la suspension, en fait. Exactement. Oui. Donc c'est problématique qu'elle ne soit pas abrogée, cette loi, parce que ça reste... dans l'arsenal juridique français, quoi. Donc elle peut être réactivée à tout moment. Elle peut être réactivée et aussi elle peut servir de modèle à d'autres lois. Là, c'était les soignants. Et demain, ce sera qui? Donc il y a toutes ces interpellations des députés et puis aussi tout le travail qui a été mené autour de l'OMS et du traité international. On a essayé déjà de beaucoup informer là-dessus, sur ce que c'était, parce qu'en fait les gens ne sont pas au courant, il n'en est pas question dans les médias mainstream, donc les gens ne savent pas de quoi il s'agit, quels sont les enjeux surtout. Justement pour le soin, la médecine et le soin en général au quotidien, ça change tout. C'est d'abandonner notre indépendance par rapport à une souveraineté sur certains domaines comme la santé. C'est vrai que le SLS, et là on peut remercier Karine qui est la coordinatrice du pôle action qui a beaucoup travaillé sur ce dossier. Donc effectivement les actions elles vont être une action avec les avocats qui forcément sont indispensables pour pouvoir digérer ces textes-là qui sont pleins de pièges j'allais dire, et donc que les avocats nous aident à décrypter. Donc le mettre en évidence, on a fait une grosse communication avec donc début l'OMS qu'on a traduit dans une 12aine de langues pour diffuser à l'international. Et effectivement, comme le rappelait Karine, un autre pendant de notre action, ça a été auprès de tous les élus. Donc oui, le SLS a à la fois informé, on a fait une campagne de mailing avec donc nos bulles pendant plusieurs semaines où on a informé les élus français. Donc bien sûr... Toutes les semaines, ils avaient leur petit... Voilà, ils avaient une information sur des passages importants de ces mesures-là, au niveau français et aussi au niveau européen, les députés et les sénateurs. Et là, on a bien sûr également contacté les eurodéputés français et les eurodéputés francophones. Donc parmi les nombreuses actions qui peuvent mobiliser l'équipe de bénévoles que nous sommes, c'est vrai que l'action OMS, ça a été quelque chose de très mobilisateur pour nous. Et bien sûr qui n'est pas abandonné, parce que certains ont pu penser que c'était un problème qu'on laissait de côté. Comme souvent, même si on n'est pas très bon pour communiquer, on est quand même très sérieux pour suivre les actions. Et ces actions, elles sont suivies parce que c'est pas quelque chose qui est terminé. L'OMS continue à faire passer bribe par bribe ce qui n'a pas réussi à faire passer en une seule fois. Et donc là aussi, c'est un travail de mise en relation au niveau européen, d'alerte auprès des élus. Voilà. Donc ils sont au courant en tout cas. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas au courant, c'est pas possible, pas avec tout ce qu'on leur a envoyé. Est-ce que vous pensez que ça a eu un impact, toutes ces actions, constructif? Oui, alors pour le coup, c'est vrai qu'on s'interroge souvent, est-ce que c'est utile d'écrire à nos députés? Eh bien la bonne nouvelle, et je peux vous le dire, Karine confirmera, qu'on a fait un gros travail d'information et donc on leur a fait passer des argumentaires, que ce soit d'ailleurs pour les vaccinations et pour l'abrogation pour l'OMS. Et honnêtement, il nous est arrivé d'entendre dans l'hémicycle des phrases qu'on leur avait fait passer par mail. Et donc on se dit, il y en a quand même certains qui le lisent. Donc malheureusement, ils ne sont pas assez nombreux, mais oui, on a quand même un écho. Et du coup, c'est vrai qu'on a aussi commencé à lier des liens avec certains députés qui nous ont reçus. Et je dois le dire de tous bords, et nous on est apolitique dans le sens où on n'a pas de choix partisan d'un parti politique ou un autre, mais on n'est pas apolitique dans le sens où oui, bien sûr, notre action elle est forcément politique puisque les décisions qui nous sont imposées sont politiques et que donc nous, de la même façon, on s'adresse à nos hommes politiques et donc dans ce sens-là, on a forcément une action politique. Et donc on est en contact maintenant, on commence à être
un peu plus entendus parce qu'ils ont vu le sérieux que faisait notre pôle scientifique, qui a produit des documents et qui ont du coup été repris. Donc je pense qu'on commence à avoir une petite audience, mais évidemment on n'a pas réussi à faire abroger la loi, mais on a une écoute. Pas encore. Est-ce que vous pensez que nos députés, même s'ils étaient tous hyper informés et d'accord avec vous, auraient le pouvoir? Moi je pense que je suis désolé de faire une réponse un peu bateau, mais les seuls combats perdus, c'est ceux qu'on n'a pas menés. Donc aujourd'hui, il y a quand même une certaine prise de conscience, même si évidemment avec les renouvellements des députés ça complique un peu notre tâche, parce que quand on lit des liens, parfois il y a des changements, mais je pense est-ce qu'ils ont le pouvoir? Oui, ils l'ont. Est-ce qu'ils ont la volonté de le faire? Peut-être pas, mais peut-être parce que l'opinion publique ne les pousse pas suffisamment à agir. Donc à nous de faire ce relais auprès de l'opinion publique et auprès des élus. En tout cas, il ne faut pas qu'ils se limitent. Et est-ce qu'il y a des lettres pré-écrites par vous que des citoyens peuvent envoyer justement aux députés, aux sénateurs? C'est pas très recommandé de faire ce genre de choses. Ça peut être pris comme du harcèlement, donc il faut faire attention avec ça. Alors, c'est vrai. Par contre, ils peuvent s'inspirer. Exactement. De ce qu'on écrit, ça c'est en ligne sur notre site. Ouais. Tout notre travail est en ligne. Notamment pour l'OMS, on a publié des bulles, etc., qui pouvaient être repris. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on les a diffusées en plusieurs langues pour que chacun puisse s'en emparer. Et ça a d'ailleurs été repris, parfois sans nous citer, mais ça a pu être repris. L'essentiel, c'est que le message passe. Ça soit diffusé. Et la prochaine action alors? Alors, il y en a nombre d'actions, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'une de nos actualités, on va dire actuellement, par rapport notamment à nos adhérents, parce qu'on est quand même là aussi pour les défendre, c'est l'action des recours indemnitaires. Donc les recours indemnitaires, c'est quelque chose qui a été médiatisé en cette fin d'année. Alors la bonne nouvelle, c'est que les recours indemnitaires, alors on pourrait dire personnel suspendu pour résumer un peu, mais en fait toute personne qui a subi un préjudice en réalité peut faire un recours indemnitaire. Et donc ces recours indemnitaires en réalité ils peuvent avoir lieu jusqu'à la fin de l'année en cours. Donc on a encore toute l'année pour pouvoir faire son recours. C'est vrai qu'on incite les gens à se mobiliser assez rapidement parce que les dossiers sont longs à constituer et qu'il y a une phase de validation pour que le dossier soit accepté. Donc tout ça prend du temps. Donc oui, il y a une certaine urgence, même si en fait l'enregistrement limite des dossiers sera clôturé le 31 décembre 2025. Donc nous, c'est ce qui nous mobilise actuellement. Et évidemment, la problématique en France, c'est qu'en Europe, on ne peut pas faire de class action, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à proprement parler faire une action de masse envers le gouvernement. Mais cette class action, en fait, on peut essayer d'avoir cette ampleur en incitant les gens à faire de nombreux recours. Donc nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, on a essayé de faire en sorte que cette procédure soit accessible financièrement. On travaille avec un groupe d'avocats qui propose des tarifs très raisonnables et préférentiels pour nos adhérents. Et qui savent travailler ensemble. Et qui savent travailler ensemble. Et donc le pôle juridique du syndicat va faire la partie administrative de collecte des documents, parce qu'il faut bien sûr justifier de ces mois de salaire, etc. Et tout ça pour que il y ait le plus grand nombre possible de personnes qui puissent faire ces recours. Donc nous, on propose de faire essentiellement un recours contre l'État, pas forcément un recours contre les employeurs. Un recours contre l'État, c'est ça? Contre l'État, exactement. Et ce qu'on explique à nos adhérents, c'est que pour nous, c'est important de préciser que c'est surtout un recours de principe, c'est-à-dire que on veut que cette malversation de l'État soit reconnue, mais les gens qui ont pour seule motivation d'espérer une indemnité financière, je pense que ce n'est pas forcément la bonne motivation à avoir. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce préjudice soit reconnu par l'État. C'est important pour les victimes de ces lois-là. Et en multipliant les actions et les procédures, ça veut dire aussi qu'on multiplie les juridictions qui potentiellement vont être saisies et que ça offre d'autant plus de possibilités d'avoir une brèche et qu'à un moment donné, on puisse aboutir et qu'on ait des victoires qui puissent s'enchaîner. Donc voilà, là aussi on a fait un mailing auprès de nos adhérents, sur le site on peut trouver les informations, et là on est dans la phase où en fait on collecte les informations pour pouvoir commencer à constituer les dossiers, et de manière à ce que dans les mois qui viennent, on puisse déposer le plus grand nombre de dossiers possible, à titre individuel, mais en étant le plus nombreux possible. Et là, est-ce que de plus en plus de soignants vous rejoignent? Est-ce que chaque année vous avez plus d'adhérents? Oui, parce qu'on est de plus en plus visible finalement, donc les gens, il y a encore des gens qui ne nous connaissent pas, et puis du coup quand ils nous connaissent, ils ont envie de nous rejoindre. Et c'est vrai que des actions comme les médecins de plateau ou les recours indemnitaires, ça ramène vers nous des gens qui nous avaient un petit peu oubliés depuis le début de la crise, et qui se disent « Ah mais oui, vous êtes toujours là ». Oui, on est toujours là, et on est à l'action tous les jours, croyez-moi, tout au long de l'année.
Est-ce qu'il y a d'autres syndicats de soignants comme ça? Mais il y en a combien à peu près? Quels sont les gros syndicats de soignants en France? Alors le problème c'est qu'en fait il y a les grosses centrales qui vont par exemple dans les hôpitaux, dans les établissements avoir des sections et qui vont représenter un certain nombre de travailleurs du secteur sanitaire, et puis après il y a aussi toutes les organisations professionnelles, c'est-à-dire la fédération des kinés, le syndicat des radiologues, et donc voilà, c'est très dispersé en fait, donc chacun mène des actions dans son coin de manière assez corporatiste souvent, et nous ce qu'on veut c'est justement avoir une vision globale, même si on peut aussi défendre des intérêts par profession. C'est pourquoi on est intercorporatiste. Ouais. Voilà. Donc il y en a qui peuvent appartenir même à plusieurs syndicats. Ah bah oui, Exactement, on a d'ailleurs des gens qui, parce qu'ils veulent avoir une information peut-être plus précise que ce qu'on pourrait leur livrer nous auprès d'un syndicat de pharmaciens ou de radiologues, vont garder leur... Et puis savent par contre que sur les valeurs ils sont plus proches de nous et ils nous rejoignent également. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, auquel on ne penserait pas nous en tant que journalistes, mais que vous auriez envie de mettre en avant? Moi ce que j'ai envie de dire c'est que pour que ces actions aient du poids, il faut qu'on soit nombreux. Donc rejoignez-nous, c'est comme ça qu'on pourra se faire entendre. Et notre voix pour l'instant est une petite voix, mais grâce à vous ça peut devenir une voix qu'on sera obligé d'écouter.